Bon, nous allons reprendre, excusez-nous pour cette interruption technique indépendante de notre volonté. J'en profite pour poursuivre les remerciements amorcés tout à l'heure, pour dire d'abord merci à nos interprètes. En général, on les oublie, mais ils sont à quel point essentiels. Ce matin, tout à l'heure, j'évoquais la bibliothèque de Cordoue et le rôle que, je dirais, les interprètes et les traducteurs ont joué dans cet échange entre l'Antiquité et le monde chrétien à cette époque-là. Bon, puis bien sûr, remerciements à l'équipe technique, parce que comme vous le savez, une partie des personnes qui assistent aux assises le font à distance. Alors ils n'ont pas l'avantage que vous avez d'être ici dans un coin, dans un cadre totalement merveilleux. C'est enfin, sans exagération aucune, bien évidemment. Et puis dans une région formidable. Mais voilà, mais ils ont quand même, ils sont quand même là et ils nous regardent. Voilà. Merci beaucoup. Applaudir tous. Voilà. Bien. Alors, je suis censé, en quelques mots, vous donner un petit cadrage des relations entre l'OEP et l'OPA, histoire d'une filiation. Alors, comme vous le savez ou vous ne savez pas, l'OEP est né en 2005, dans un contexte européen qui a été très légèrement évoqué tout à l'heure, enfin tout à fait en début de matinée, un contexte européen linguistique et géopolitique tout à fait particulier, puisque c'était à peu près plus de 10 ans après l'effondrement du bloc soviétique, et dans le contexte européen, il y avait un grand basculement qui était en train de se faire avec l'entrée d'une dizaine de pays dans l'Union européenne. Et bien sûr, ce phénomène-là a eu, alors, dans un contexte général aussi de mondialisation, et ce phénomène-là a eu des implications linguistiques tout à fait considérables, puisque 10 ans avant, il y avait, je dirais, grosso modo, une sorte d'équilibre qui s'était instauré entre l'anglais, le français et l'allemand. Bon, c'était pas de l'égalité pure, mais enfin, quand même, c'était une représentation, un équilibre des langues européennes, sachant qu'il y avait 3 langues qui étaient particulièrement en avant, mais que les autres étaient quand même aussi présentes. Après, on est arrivé à une très forte focalisation uniquement sur l'anglais. C'est un peu dans ce contexte-là qu'est né l'Observatoire, parce que c'était une source réelle d'interrogation. Après, pendant toutes les sessions des assises européennes du plurilinguisme, on n'a pas cessé d'approfondir le travail de réflexion, chose qui s'est faite au sein des assises, mais qui s'est fait aussi à travers pas mal de colloques dans lesquels l'OEP s'est trouvé impliqué. Voilà, pour ce petit cadrage historique. Maintenant, je dirais, il y a un très très grand chemin qui a été parcouru. Et disons qu'il y a eu pas mal de collaborations nationales, mais de collaborations internationales. Et en particulier, il y a des collaborations très fortes avec l'Italie et une association qui s'appelait LEM Italia, les langues européennes en Méditerranée. Je crois que c'est ça la signification de LEM. Et c'est là que, je dirais, des contacts se sont noués, et notamment avec Kofi Befle ici présent. Et c'était vraiment l'élément déclencheur de toute une cascade de manifestations organisées en Afrique, en particulier par Kofi, qui sont passées au Ghana, à Accra, dans l'université du Ghana, à Accra, Legon. Donc, et alors, disons que c'est une sorte d'arbre qui pousse. Et qui pousse bien, parce que c'est une sorte d'arbre qui fait beaucoup de bourgeons, puisque du département de français, en fait, et de l'équipe de recherche d'ELA du département de français, est sorti non seulement ces grandes manifestations qui, je dirais, à côté de la nôtre, je dirais, fait pas le figure par rapport au nombre de personnes qui se trouveraient rassemblées à Legon. Et est né un premier réseau qui s'appelle le réseau Pokland, dont nous faisons tous un petit peu partie, enfin ici dans l'équipe, et qui donc maintenant a son siège à Bordeaux.
et qui était, je dirais, bon, je ne fais pas de filiation, c'est un bourgeon hein, d'Accra, enfin de l'Université du Ghana et du département de français dans lequel officiait Kofi Agbefle. Et puis de ça est né un autre bourgeon qui s'appelle l'ACAREF, animé toujours par Kofi, et une belle équipe, hein, je la connais, et je vous assure que c'est pas du tout une abstraction, c'est une équipe qui travaille réellement, qui est un réseau qui s'appelle l'Académie africaine d'études et de recherche francophones, de recherche et d'études francophones, pardon, dans les racines qui germent, il y a le congrès du mois d'automne 2021, à Nairobi, le congrès de Portland. Et c'est au congrès de Portland qu'on s'est trouvé ici, Pascal Prats-Dubois Diemesso, c'est la fatigue, exactement, et Pierre Fratte. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de l'OPA, de l'Observatoire du plurilinguisme africain. Voilà. Et avec, si vous voulez, mais j'ai à peu près presque tout dit, je dirais un triple objectif. Il y a beaucoup d'innovation là-dedans, et c'est une innovation qui se fait, je dirais, au fil du travail, au cours des années. Et il y a une maturation, en quelque sorte, qui se fait. Et en fait, l'objectif de l'OPA, je crois que je vais très très résumer par rapport à tout ce qui a été écrit sur le sujet. Il y a trois gros objectifs parallèles. C'est améliorer l'efficacité de l'apprentissage du français. Hein. C'est lutter contre l'échec scolaire, qui est quelque chose d'extrêmement fort en Afrique. Et c'est aussi protéger les langues locales. Protéger et même développer les langues locales. Donc, et ça débouche sur une certaine conception qui est l'enseignement, l'éducation biplurilingue. Voilà. Je ne donne pas de détails, puisque de toute manière, c'est toute la suite qui est consacrée à cela. Hein. Mais je voudrais dire qu'il y a une très forte continuité, la continuité en fait entre OEP et OPA. Alors bon, quand même précision, on doit beaucoup à l'héritage d'une grosse expérimentation qui est connue, je pense, de la plupart d'entre vous, qui s'appelle le programme Élan, qui était conduit par l'OIF, hein, et c'est vraiment, je dirais, le travail entrepris a pour ambition de donner des bases véritablement concrètes et opérationnelles à ce qui a été jusqu'à présent plutôt une expérimentation. Voilà. Donc beaucoup de travaux de recherche appliqués en relation avec les pouvoirs publics et la société civile. Et c'est là où c'est le principal défi que doit relever l'OPA, et je voudrais souligner la continuité très forte qu'il y a entre l'OEP et l'OPA. Il y a une continuité intellectuelle. Cette continuité intellectuelle, c'est qu'on se rattache tous à une certaine conception de la langue, qu'on considère comme une œuvre collective, hein, et non comme un outil, une œuvre collective, hein, et aussi un point de vue sur le monde. C'est-à-dire que les langues, ce sont des œuvres collectives et des points de vue sur le monde. Bon, j'insiste pas là-dessus, mais c'est on pourrait écrire des volumes et des volumes. Continuité d'objectifs. Toujours sauvegarder la richesse des échanges interculturels par le plurilinguisme et la diversité culturelle et linguistique. Et troisième continuité, la continuité de méthode, hein, à la rencontre entre la recherche, les responsables publics et la société civile. Voilà. Et de ce point de vue-là, je dirais, voilà. Je suis, en tant que président de l'OEP, je suis très 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 fier d'avoir vu naître l'OPA. Voilà. Et je passe la parole. Ah, mais je ne sais pas qui est-ce qui commence. C'est toi, Pascal ? À toi, Pascal. Voilà. Je vais toujours te rappeler qu'Alice, tu as oublié mon nom. Donc, merci Christian pour cette contextualisation. Alors, comment on a... Ah, ok. Ça y est, ça marche. Merci. Donc, merci Christian pour cette présentation, cette contextualisation historique de l'OPA. Alors, justement, après cette contextualisation-là et la présentation et juste avant la présentation de la dimension socio-économique et géopolitique par Diemesso, je vais vous présenter de manière à la fois brève et générale
le fonctionnement de l'OPA. Donc je commencerai par introduire cette présentation en précisant que l'Observatoire du plurilinguisme africain s'est donné pour mission de fédérer toutes les énergies existantes en matière d'enseignement biplurilingue en Afrique francophone. Son statut est celui d'une association réunissant des universités, des associations et tout collectif désireux d'œuvrer en faveur d'une éducation plurilingue en Afrique. Donc, en tant qu'outil au service du développement de cet enseignement, l'OPA travaille autour de plusieurs axes, sous la responsabilité, donc pour chaque axe, d'un coordonnateur en collaboration avec un adjoint ou un rapporteur, selon le cas. Donc je commencerai par l'axe des politiques linguistiques qui s'intéresse, comme son nom l'indique, aux orientations et aux décisions prises par les institutions en matière de planification et d'aménagement, c'est-à-dire en matière de gestion des langues. Mais on sait aussi que l'intervention humaine dans ce domaine est fortement impactée par les représentations socio-langagières, concernant notamment le statut des langues. Ces représentations, elles sont celles des décideurs, mais elles sont aussi celles de l'ensemble des locuteurs, qui, donc chacun de nous en fait, qui effectue chaque jour des actes de politique linguistique, en émettant des jugements, en opérant des choix. Et c'est ce qu'on pourrait appeler des idéologies langagières, peuvent aussi bien impulser que freiner, au contraire, toute démarche entreprise en matière d'éducation plurilingue. C'est pourquoi cet axe de travail coordonné par Léonie Tatou traite des politiques, mais aussi des imaginaires linguistiques. Alors, cette question nécessite que l'on sache clairement de quoi on parle. Donc une connaissance précise et réactualisée, surtout des langues en contexte, constitue aussi un objectif prioritaire de l'OPA. C'est la mission du groupe coordonné par Moussa Diallo, qui s'intéresse plus particulièrement à la description des langues. Alors ce travail, qui est un travail rigoureux de documentation, contribue au processus de standardisation de ces langues, et il s'appuiera sur de nombreux travaux antérieurs dans ce domaine, mais il permettra aussi de mettre plus de visibilité sur les langues actuellement moins équipées. Donc il y a aussi tout cet aspect-là qui est important. Alors dans le cadre de ce projet, nous portons un intérêt tout particulier au vocabulaire scolaire usuel. Et cette question est traitée dans l'axe terminologie, lexicologie, traduction, qui est coordonné par Alice Ambou. Alors, il nous paraît en effet primordial de nous intéresser à la façon dont on choisit les termes à l'école pour nommer le monde. En histoire, en géographie, on sait combien l'enseignement de ces matières a été par le passé fortement décontextualisé, c'est le moins qu'on puisse dire, en Afrique et ailleurs. Donc l'étude critique de la langue de scolarisation a toute sa place dans notre réflexion. Mais peut-être devrions-nous dire des langues de scolarisation, et on pourra s'appuyer pour cela d'ailleurs sur la plateforme de ressources et de référence pour l'éducation plurilingue et interculturelle, élaborée par l'unité de politique linguistique du Conseil de l'Europe, pour établir justement un continuum entre la vie de l'école et la vie hors de l'école. Alors ces trois axes s'articulent étroitement avec le quatrième axe, qui est celui de la didactique de l'enseignement biplurilingue, coordonné par Babacar Faye. Il sera question ici de questionner une didactique des langues et du plurilinguisme contextualisée, encore une fois, et de produire des outils pédagogiques répondant aux attentes du terrain. La mise en œuvre de ces outils
nécessite une formation d'enseignants à la hauteur de ces enjeux. Et on s'intéressera donc, dans le cadre de ce 5e axe, à la conception de modules de formation innovants qui intégreront les derniers apports de la recherche en matière de didactique des langues et du plurilinguisme. Et en collaboration, bien sûr, avec les praticiens qui nous accueilleront dans leur classe, dans le cadre de recherche-action à venir. Alors, nous envisageons ainsi d'élaborer des modèles de cours basés sur des situations concrètes de plurilinguisme où aucune langue faisant sens en contexte ne sera écartée. Et nous attacherons d'ailleurs une importance toute particulière à l'articulation des apprentissages formels et informels. Alors, au sein de chacun de ces axes, nous veillerons à commencer par dresser un état des lieux de ce qui a été déjà accompli en matière d'enseignement biplurilingue en Afrique, et nous chercherons à constituer progressivement une base de données qui sera régulièrement alimentée et à disposition de tous. Alors, un projet de cette envergure nécessite d'être diffusé et partagé, et c'est l'objet justement de l'axe coopération réseau culture, coordonné par Moussa Diallo. Alors, la mission ici est d'affiner la coopération OPA-OEP, et je me dois ici de citer le partenariat privilégié avec mon université, qui est l'Université Paris 8, dans le cadre justement de ce rapprochement OPA-OEP. Alors, dans cet axe, il sera question aussi d'identifier et de développer de nouveaux partenariats entre les universités et le milieu associatif, avec divers réseaux scientifiques tels que POCLAND et ACAREF, dont parlait Christian à l'instant, et sans oublier bien sûr le développement d'un partenariat avec la société civile et avec des entités francophiles dans le monde. Alors, il s'agira en particulier de veiller à maintenir un partenariat linguistique fructueux entre le français et les langues qu'on peut appeler langues partenaires. Alors, pour finir, nous envisageons de faire publier les travaux effectués au sein de l'OPA par les futures éditions POPA ou Presse de l'OPA, dont s'occupent actuellement Pierre Fratt et Kadim Rassoul Diam. Nous prévoyons ainsi de publier des travaux scientifiques, mais aussi des manuels, dictionnaires et autres ouvrages pédagogiques. Alors, vous retrouverez l'ensemble de ces informations sur le site de l'OPA, créé et mis à jour par Christian. Donc, ce site peut être consulté à l'adresse plurilinguismeafricain.org, tout accroché, plurilinguismeafricain.org. Vous y trouverez la présentation de notre projet. Vous y trouverez aussi les statuts de l'OPA, les différentes structures qui composent l'OPA et la présentation de nos différents partenaires. Nous avons prévu aussi une rubrique activités qui sera étoffée au fur et à mesure de l'ensemble des travaux de l'OPA. C'est donc une affaire qui reste à suivre. Alors, pour terminer cette brève présentation de l'OPA, je dirais simplement que l'OPA est une toute jeune association. Vous assistez à sa création, qui est en cours. Une toute jeune association qui est amenée à se développer rapidement dans les prochaines années. Et c'est aussi un dispositif ouvert. Donc, il est possible de rejoindre ce beau projet en prenant contact avec nous, notamment via le site de l'OPA. Et nous travaillons déjà avec des enseignants-chercheurs de plusieurs pays africains et nous avons le plaisir d'accueillir depuis peu des collègues de Madagascar et des Comores qui nous écoutent en ce moment et que je salue à distance. Voilà, il ne me reste plus à présent qu'à passer la parole à la présidente de l'OPA, Tiemesso, pour contextualiser cette présentation d'un point de vue politique et économique. Merci beaucoup, Pascal. Bonjour à tout le monde. J'ai 5 minutes, mais ne vous inquiétez pas, je vais juste parler 4 minutes 59 secondes.
Donc, en fait, effectivement, je devrais parler des objectifs globaux de l'OPA dans un contexte géopolitique. Christian en a parlé un tout petit peu. Et Pascal a renforcé également en revenant un peu sur ce que nous faisons. Et notamment, elle a précisé que l'OPA est une jeune association. Je vais juste ajouter, c'est une jeune association effectivement par l'âge, mais très dynamique et qui commence à prendre un certain entrain par l'action. Il suffit de voir comment la table est formée. Donc vous voyez une africaine et 2 européennes pour voir un peu l'espace de travail de l'Observatoire du plurilinguisme en Afrique. Donc c'est un observatoire du plurilinguisme en Afrique, mais pas seulement pour les Africains, il y a aussi des africanistes pour dire que l'OPA est ouvert à tout le monde. Donc l'action de l'OPA en fait prend sens dans un certain contexte géopolitique en fait en Afrique, parce que il y a l'Afrique francophone particulièrement est aujourd'hui écartelée entre une réalité actuelle, réelle, locale, et une réalité historique. La réalité actuelle locale fait référence un peu à la situation de diversité linguistique et diversité culturelle qui existe de facto en Afrique. Et cette diversité en fait linguistique par exemple, fait que nous avons ce que nous appelons la glottophagie, c'est-à-dire des langues qui avalent d'autres langues. Donc il y a en Afrique des langues majoritaires et des langues minoritaires. Donc on se situe dans un environnement, dans un contexte où on se demande, par exemple, quelle est la langue africaine dans tel ou tel autre pays qui devrait prendre le dessus, parce que pratiquement toutes les langues sont véhiculaires quelque part, même si elles peuvent être vernaculaires au niveau national. Donc voilà la situation au niveau local. Maintenant, il y a cette diversité linguistique et culturelle qui se caractérise par l'existence de plusieurs langues locales, fait que nous avons aussi ces langues locales qui côtoient le français, et le français en fait nous renvoie à la réalité historique, le deuxième élément. Donc la langue française est pour beaucoup de pays en Afrique francophone, pour ne pas dire tous les pays, la langue officielle. Et donc cela en fait commence à créer comme un certain ras-le-bol chez les Africains. Un certain ras-le-bol parce que vous avez tous vu une certaine violence au niveau du verbe et même au niveau des actes posés dans certains pays africains contre la France et contre la langue française. Donc la France est le méchant colonisateur, c'est décrit comme ça. La langue française est là pour empêcher les langues locales de pouvoir respirer. Et donc c'est cette situation-là qui pose problème. Parallèlement à cela, on est très conscient au niveau africain que les langues africaines n'ont pas encore atteint toute la maturité scientifique pour véhiculer le savoir universel, pour faciliter l'accès à la connaissance universelle. Donc le français est comme une langue d'ouverture. Et j'emprunte à Christian son expression de tout à l'heure quand il parlait d'arbre. En référence à ce qu'a dit Léopold Sédar Senghor dès les débuts des indépendances, il apparentait un peu son action politique pour les indépendances en Afrique à un arbre. Et l'arbre, il dit, l'arbre doit enfoncer ses racines dans le sol pour être solide. Enfoncer ses racines, c'est l'enracinement culturel, l'enracinement linguistique. Ça veut dire qu'on a besoin des langues africaines pour développer l'Afrique. Mais à côté de cet enracinement, l'arbre a aussi besoin de faire apparaître des feuilles, de belles feuilles. Et les feuilles symbolisent l'ouverture. Et donc, ici, dans le contexte de l'OPA, ce qui symbolise l'ouverture, ce sont ces langues-là qui permettent l'accès à cette ouverture. Et pour l'instant, c'est le français. Et c'est dans ce contexte-là, géopolitique, qu'il faut comprendre l'action de l'OPA, qui consiste à aider, à accompagner la réflexion scientifique et l'action d'une manière générale, de façon à ce que l'Afrique puisse continuer à développer ces langues de manière efficace, que les Africains puissent
être en mesure d'acquérir les connaissances universelles dans les langues africaines, tout en gardant quand même l'héritage historique légué par la langue française, la langue et la culture française. Donc, ce sont donc les objectifs, comme l'a dit Christian tout à l'heure. Nous pensons au niveau de l'OPA que c'est ça qui va permettre en fait d'améliorer les apprentissages, de lutter contre l'échec scolaire et tout cela en vue d'un meilleur développement des langues nationales, locales. Je ne veux pas dire langue nationale parce que, par exemple, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de langue nationale. Donc là, c'est la langue française qui sert d'outil à l'unité linguistique nationale. Donc c'est pourquoi j'évite l'expression langue nationale. Donc en fait, voilà en gros ce que cherche à faire l'Observatoire du plurilinguisme en Afrique. Et pour cela, nous passons, comme l'a dit Pascal, par des axes sur la terminologie, sur les politiques, les imaginaires, sur la communication, le développement de l'enseignement, le développement de l'enseignement biplurilingue en général. Parce que nous pensons que c'est par l'éducation que nous pouvons passer pour atteindre les objectifs géopolitiques globaux. Je vous remercie. Ça fait 4,59 ans. Comme nous avons un petit peu de retard, on va enchaîner tout de suite sur la table numéro 1. Après, on fera une pause et puis on terminera avant d'aller déjeuner sur la table ronde numéro 2.